Bonjour! J'ai suivi à Radio-Canada le judo aux Jeux olympiques. Quelle chance, je me disais, hey, je pouvais voir la presque totalité des combats, les combats éliminatoires, je veux dire, puis la totalité des finales. Ouais, ben, quelle déception. J'ai pas vu beaucoup de judo, mais j'ai vu beaucoup de lutte sambo et de lutte libre en judogi. Beaucoup d'ippons avec ce que les lutteurs appellent des souplesses arrière, puis que nous on appelle uranage, une sorte d'uranage. Je parlais dans une de mes chroniques, il y a peu de temps de ça, du hippon sportif versus le hippon budo. On en a un très très bel exemple ici, avec la compétition de judo de Paris. Ce que nous appelons aujourd'hui hippon, avant ça méritait un yuko, dans le meilleur des cas. Tout le monde s'entend aussi pour dire que c'était un festival de shido, de pénalité. On gagne par pénalité. Puis en plus, ben, pour avoir hippon, il faut que les deux épaules touchent le sol, peu importe l'impact. Si je regarde les commentateurs sur Internet, il y a une large part des spectateurs qui ont vu la même chose que moi. Si la Fédération internationale a voulu intéresser les gens à s'inscrire au judo, à s'intéresser au judo, si la Fédération internationale voulait rendre le judo plus spectaculaire et plus facile à comprendre, eh bien, permettez-moi en toute simplicité de dire que c'est absolument raté. Il y a quand même des explications à tout ça, là. Tout d'abord, l'influence grandissante des pays émergents qui ont maintenant le droit de décider, de proposer et même de faire adopter des règlements. Par exemple, un autre exemple, c'est l'invasion des lutteurs de sambo. Ça a commencé très très tôt aux Jeux olympiques de Tokyo en 64 avec les Russes Bologulov en léger puis Kiknadze en lourd qui ont eu des médailles de bronze. Tout de suite après, à Munich, aux Jeux de Munich, Chochosvili a éliminé le japonais Nobuyuki Sato. Puis ça, c'était le prélude du phénomène, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul représentant pour l'URSS qui comptait 15 républiques. Aujourd'hui, ils sont plus dans l'URSS, puis il y en a beaucoup plus que 15. Puis ces gens-là, ben, ils se font élire dans divers comités de la Fédération internationale de judo. Yamashita Yasuhiro, le grand champion, a exprimé aussi quelques inquiétudes sur certains aspects et tendances qu'avait le judo international. Il a fait un mouvement qui se nomme le judo renaissance. Ça a été créé au début des années 2000. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est de remettre en valeur les aspects éducatifs et sociaux du judo, qui était pour lui plus qu'un simple résultat sportif. Ah, bien évidemment, il faut parler de politique aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut maintenant compter sur le pouvoir politique des anciens pays de l'Est, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, qui sont historiquement, on le sait, ça, des lutteurs redoutables, vraiment des bons lutteurs. Ça, c'est d'une part. Et le poids politique de pays qui, comme je le disais, des pays émergents d'un autre, qui ont changé la donne. Quand on y pense comme faut, un pays d'Afrique a le même poids politique que le Japon. Je suis peut-être un vieux jeu, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, là. On dit que tout bien culturel qui sort de son pays va être modifié. Les sushis d'Amérique ne sont pas les sushis du Japon. Pas plus que la pizza de chez Sorrento Pizzeria ressemble à une pizza qui est faite à Rome ou à Naples. Et je ne vous parle pas du macaroni chinois qu'on retrouve au Québec. Le judo international a perdu sa culture japonaise. Le judo de Jigoro Kano n'a pas beaucoup de ressemblance avec le judo d'aujourd'hui. Créé comme un système éducatif, il est devenu, plus que jamais, un sport de combat comme la lutte gréco-romaine ou la boxe. Il a été dénaturé. Je suis allé à la Fédération internationale de judo, puis à la commission sportive, on ne retrouve aucun Japonais dans le comité. Puis il y a des représentants du Cameroun, de la Nouvelle-Calédonie, de l'Ouzbékistan, de Bosnie-Herzégovine, juste pour nommer ceux-là. J'ai regardé aussi à la commission de développement, à l'éducation et le coaching, à l'éthique. Pas de japonais non plus. Je me demande bien comment le code moral, qui est si cher à la France et au Canada, est perçu dans ces pays-là. Je vais vous lire ad lib un article de journal d'un grand champion, Shohei Ono, dont la carrière internationale s'est étendue de 2013 à 2020. Il a fait un article, puis d'abord la déclaration de choc de départ, là, c'est dans un article, je pense que c'est du Asahi Shimbun. Je déteste le judo. Deux points. Le départ controversé de Shohei Ono du Japon en raison du stress et des préjugés
aux Jeux olympiques de Paris. L'article continue en disant, Shohei Ono, le légendaire judoka japonais avec 2 médailles d'or olympiques et un taux de victoire stupéfiant de 90%, a choqué le monde en manquant les Jeux olympiques de Paris en 2024. Cette décision a déclenché une vague de spéculation. Ono a-t-il pris sa retraite du sport? La réponse est plus complexe qu'un simple oui ou non. En effet, au lieu de concourir, Ono a choisi de se lancer dans un nouveau voyage, celui qui l'a conduit au cœur de l'Europe, plus précisément en Écosse. Sa mission? Diffuser son style, le style Ono, unique, et approfondir l'appréciation du judo traditionnel parmi les athlètes européens. Malgré son palmarès impressionnant, Ono a exprimé un mépris croissant pour le sport qu'il dominait autrefois. Il dit « Plus je gagne, plus je déteste le judo ». Ce changement de perspective l'a conduit en Écosse où il a découvert une affinité surprenante avec les judokas européens qui, selon lui, sont plus sensibles à l'essence spirituelle du judo que ses homologues japonais. Dans une revue franche, Ono a partagé ses motivations initiales et les défis auxquels il a été confronté. Il dit « Quand je suis arrivé du Japon l'été dernier, j'étais animé par le sentiment d'une mission qui consistait à rendre les athlètes écossais plus forts et à leur enseigner mes techniques. Cependant, ce qui l'a vraiment étonné, c'est le profond respect et la compréhension des athlètes européens pour le côté spirituel du judo. C'est un sentiment qui l'a profondément touché. Bien qu'Ono n'ait pas officiellement annoncé sa retraite, ses actions suggèrent un changement d'orientation important. Au lieu de concourir, il consacre son temps et son expertise au coaching, dans le but d'infuser les techniques traditionnelles de judo dans l'entraînement européen. Cette décision-là contraste fortement avec la controverse actuelle autour du judo, en particulier l'indignation des supporters japonais face aux préjugés perçus aux Jeux olympiques de Paris. Le Japon, historiquement dominant en judo, a remporté 12 médailles, dont 9 d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais à Paris, leur performance a été pas mal moins brillante avec 8 médailles puis juste 3 d'or. Quand on pense que les Français ont 10 médailles, dont 2 en or. Ce déclin a alimenté la frustration des fans qui affirment que le sport est devenu européanisé, puis biaisé à l'encontre des techniques japonaises traditionnelles. Certains appellent même le Japon à se retirer de la Fédération internationale de judo. Les éloges d'Ono pour la culture européenne du judo ajoutent une tournure fascinante à la controverse. Il a reconnu à quel point les judokas européens l'ont amené à remettre en question sa propre fierté en tant qu'athlète japonais. Cette déclaration, qui vient d'une personnalité aussi respectée, souligne la complexité de l'évolution du sport et la diversité des perspectives au sein de la communauté du judo. Alors, est-ce que Ono a pris sa retraite? La réponse reste insaisissable, bien qu'il n'ait fait aucune annonce officielle. Son déménagement en Écosse et son engagement comme entraîneur suggèrent l'ouverture d'un nouveau chapitre dans son illustre carrière. Ce respect pour le judo européen pourrait potentiellement influencer la communauté du judo au sens large, qui devrait susciter un dialogue sur la tradition, les préjugés et l'avenir du judo lui-même. Moi, c'est mon souhait le plus cher. En attendant, le débat fait rage. Et vous, qu'en pensez-vous? J'espère que cette chronique vous a plu. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Donnez-nous un pouce en l'air. Activez les clochettes pour recevoir les notifications. Surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre. Ça va nous aider. Et en attendant, faites attention à vous et à la prochaine. J'avais l'intention de vous présenter une vidéo sur le code moral du judo, les serments de dojo, les fameux dojo-kun en karaté, puis le serment des premiers élèves du Kodokan. Puis aussi, de vous parler des 7 vertus du samouraï qui sont exprimées dans le Bushido. Ça, on voit ça accroché dans les cadres, dans les murs de plusieurs dojos depuis la sortie du film
le dernier samouraï. C'est intéressant, mais pour bien comprendre ça, ce chapitre-là, ça nous prend un minimum de connaissances de l'histoire des budo, des arts martiaux, puis par conséquent, ben, de l'histoire du Japon. On va procéder par ordre chronologique parce que dans la rédaction de ces codes de conduite, je veux soumettre que le temps a influencé le contenu. On dit que les arts martiaux, les budo, étaient pratiqués par des samouraïs. Mais c'était qui ça, des samouraïs, puis c'était quoi leur entraînement? La case des samouraïs qu'on peut appeler Bushi, ça c'est une autre histoire, c'est pas tout à fait ça maintenant. C'est à l'époque d'Edo, soit entre 1603 et 1868. Les shoguns Tokugawa, ça c'est une famille, créent les samouraïs tels qu'on les connaît. Référez-vous à la série télévisée des années 80, Shogun, pour le début de cette ère historique-là en 1603. Le nom de Tokugawa Ieyasu a été modifié pour le besoin de la cause par Toranaga. Puis, au film Le Dernier Samouraï, pour en situer la fin en 1868, avec le 15e et dernier shogun, qui est Tokugawa Yoshinobu. Est-ce qu'il y avait des samouraïs avant 1603? Ben oui, il y en avait des samouraïs. Ça remonte à l'an 800. Mais dans ce temps-là, on les appelait plus bushi, guerriers. Puis après ça, ben, l'appellation et les fonctions ont changé pour samouraï. Parce qu'il y a une notion de servir dans le mot samouraï. L'histoire du Japon, c'est extrêmement violent. Il y a des guerres entre clans, ça a perduré des siècles. Mais quand Tokugawa a pris le pouvoir, suite à la bataille de Sekigahara, il a établi une règle qu'on appelle le Sankin Kotai. Sankin Kotai, ça veut dire rotation de service. C'est une espèce de système de résidence alterné. Les daimyos étaient obligés de passer une année sur deux à Tokyo. Puis quand ils retournaient chez eux, ils laissaient leurs femmes et leurs enfants. Disons que ça compliquait sensiblement les fomenteurs de troubles, ceux qui voulaient faire un coup d'État. Ça rendait la tâche difficile. C'est à partir de cette date-là que les samouraïs qui avaient cessé de s'entretuer ont commencé à pratiquer dans un esprit qui est différent. Puis il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de guerre intestine. Il y avait le temps d'étudier plus en profondeur il y avait plus en profondeur la technique. Technique en japonais, on dit jitsu. Puis les arts, on appelle ça le to, le cheminement. Le patron du samouraï, ben, c'est le daimyo, le chef du clan. Ben, souvent juste un samouraï plus riche que les autres. Le samouraï, ça devait suivre les ordres de son daimyo, avec une obéissance scrupuleuse, absolue. Il fallait même qu'il signe avec un pacte de sang avec son daimyo, puis il jurait fidélité. Non seulement sa fidélité à lui, mais celle de sa descendance tout entière. Le Bushido, ben, quant au Bushido, lui, c'est un mot japonais qui signifie la voix du guerrier. Bushi, guerrier, puis Do, ben, la voix, on l'a déjà dit. Ce code d'honneur-là, c'est un ensemble de règles orales ou écrites ou non dites là, que doivent respecter les membres de la caste. Ça impose aux samouraïs une éthique qui est un petit peu comparable à celle de nos chevaliers du Moyen-Âge, Sir Lancelot et compagnie. Souviens-toi, l'honneur et la loyauté au seigneur, ben là maintenant c'est au shogun. Le shogun qui se retrouve à être le représentant de l'empereur, un genre de premier ministre, de chef d'État, parce que l'empereur, lui, il ne mélange pas de politique, il ne parle pas de politique. Ces règles-là peuvent aller très très loin, mais surtout, ça demandait beaucoup d'humilité, puis ça inculque toute la discipline nécessaire dans l'art de la guerre, de la vie et de la mort, comme il se plaisait à le dire dans le livre Hagakure. Mais il faut quand même garder un certain recul, puis pas trop idéaliser les samouraïs qui, dans le fond, étaient avant tout des humains, avec tout ce que ça peut comporter comme faiblesse puis comme défaut. Ils n'étaient pas tous des courageux. Par contre, le code de conduite, ça met en valeur des valeurs fondamentales, des valeurs morales fondamentales, puis c'est partiellement pour ces raisons-là que nos disciplines peuvent se prétendre être des écoles de vie. On va maintenant regarder d'un petit peu plus près les 7 vertus du samouraï. Tsugi, la loyauté. Bon, ça, c'est la fiabilité et puis la fidélité et une relation sociale avec des notions qui sont quand même très très fortes. Les ancêtres, la famille, le code d'honneur, honorer son daimyo. Yu, le courage, ou l'art de comprendre ce qui est juste. Bon, ça passe par l'acceptation du danger, l'acceptation de la souffrance, puis du sacrifice pour quelque chose qui est plus grand que soi. C'est plus grand que moi, plus grand que toi, puis etc.
Meillot, l'honneur, ben, c'est l'une des vertus essentielles. Il invite à appliquer des principes honorables et éthiques dans nos choix, nos actions, à tous les jours. Jin, la bienveillance. La bienveillance, ben, c'est l'importance de mettre ses capacités, ses aptitudes personnelles, sa fortune même au service de tout le monde pour faire preuve de solidarité. Guy, la rigueur, vertu essentielle dans la prise de décision qui est guidée par la raison, pas par le cœur. C'est grâce à elle qu'on ne perd jamais de vue, tu sais, la ligne, il ne faut jamais s'écarter. Le guiri, celle du devoir. Ré, le respect, c'est la base de toute chose. Qu'on soit du même camp ou non, ça n'a pas d'importance. Ça démontre notre grandeur d'âme. Makoto, sincérité et honnêteté. Ça, c'est toujours être en pleine conscience, aussi bien dans nos actes, dans nos paroles, être juste, parler juste, j'irais même jusqu'à dire penser juste. Le fait de se plier à ces règles-là, ça fera sans doute ça va faire sans doute de ces personnes-là de meilleurs humains. Mais je vous rappelle qu'on ne parle pas uniquement de technique, on ne parle pas aucunement de technique, mais de valeur morale. Je comprends que pour la plupart des pratiquants, des connaissances de même, ces connaissances semblent inutiles. Mais pour un prof, pour avoir de la profondeur, une connaissance minimale est nécessaire pour bien comprendre où ce qu'on va. Comme dit le proverbe japonais, Furui otazune, atarashi o shiru. Si tu veux comprendre le présent, apprends le passé. Si vous avez aimé la vidéo, ben, dites-le, puis activez la cloche pour recevoir les tips, surtout pour recevoir les notifications, puis surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre. En attendant, faites attention à vous et à bientôt.